toutes et bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier l'association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille pour l'organisation de cette rencontre. Je dis rencontre parce que j'espère que nous allons avoir, après mon exposé, un bon débat. Et puis je voudrais vous remercier d'être là, ce qui n'est quand même pas banal, un dimanche après-midi, pour entendre parler de choses horribles. Mais parfois, les fictions, ça réchauffe. Ici, malheureusement, c'est pas une fiction. Alors, je vais commencer, excusez-moi, mes conférences, c'est souvent beaucoup de l'éducation populaire. Donc, je ne vous dis pas de prendre des notes, hein, ben, c'est pas ça, mais je fais appel à beaucoup de connaissances, parce que vous savez que le savoir, c'est le pouvoir, et qu'aujourd'hui, le savoir et le pouvoir se sont éloignés de nous, que les choses essentielles ne se passent plus à Paris, même si aujourd'hui à la COP 21, mais que les choses essentielles se décident à des niveaux de pouvoir où nous n'avons pratiquement plus aucune maîtrise. Le niveau européen ou le niveau mondial. Et ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui est à la fois du niveau européen et du niveau mondial, mais vous allez voir, ça nous concerne au plus près de notre quotidien. Alors, je fais d'abord une petite introduction pour essayer de remettre ce dont je vais vous parler, donc le grand marché transatlantique, dans le contexte d'aujourd'hui. Mais je dois pour ça faire référence, et c'est pour ça que je l'ai mis dans l'intitulé, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Parce que deux mots que vous connaissez très bien, que vous utilisez souvent, ont changé radicalement de sens depuis que l'Organisation mondiale du commerce existe. C'est tout simplement le mot commerce, qui pour nous est quelque chose de plutôt bienfaisant. Je veux dire, on a cette idée dans la tête que quand on fait du commerce, on ne se fait pas la guerre, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Hein. Il suffit de voir qui vend du pétrole aujourd'hui à certains. Et l'expression libre-échange. Ce sont deux termes qu'on a souvent associés à la paix et aux bonnes relations internationales. Bien, ces deux termes ont radicalement changé de sens aujourd'hui et depuis qu'existe l'Organisation mondiale du commerce. Dans la foulée de cette nouvelle institution dont je vais vous reparler, il s'est créé un traité, un premier traité, qui est un peu le père de beaucoup d'autres, c'est l'ALENA, Accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est le premier accord de ce que j'appelle une nouvelle génération d'accords de libre-échange qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on appelait avant le libre-échange. Avant le libre-échange, c'était quoi? Ben, pour faciliter le commerce, on diminuait les droits de douane. Et on simplifiait les formalités douanières. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, le libre-échange, c'est remettre en cause ce qu'on peut trouver dans la Constitution, dans les lois, dans les règlements d'un pays, pour éliminer tout ce qu'on appelle les obstacles à la concurrence. Et le modèle, c'est l'accord de 1994, l'accord de l'ALENA. Je vous en parle pourquoi? Parce que vous pouvez vérifier vous-même. L'avantage quand on va sur le site du gouvernement du Canada, c'est qu'on trouve les textes aussi en français, puisqu'il y a le Québec. Et si vous allez sur le site du gouvernement canadien et que vous tapez ALENA, vous allez trouver le texte du traité. Eh bien, ce texte-là et celui dont je vais vous parler ce soir, c'est des copier-coller. C'est des doubles, c'est des jumeaux. Donc c'est très important pour nous, puisque l'autre, il a 21 ans d'existence. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, toujours pour remettre dans le contexte, il n'y a pas que ce traité, il n'y a pas que le grand marché transatlantique. Il y en a 4 qui sont du même tonneau, si j'ose dire. Il y a d'abord un accord entre l'Union européenne et le Canada, AECG, CETA en anglais. La négociation est terminée, elle s'est déroulée dans le plus grand secret. On n'en a rien su. Mais elle s'est terminée le 24 septembre de l'an dernier, et depuis on sait. Et lui aussi, c'est un jumeau de ce qui se négocie avec les États-Unis pour le moment. C'est fini, mais ce n'est pas encore entré en vigueur. Parce que pour qu'un traité entre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié.
c'est-à-dire confirmé par un oui de nos parlements. Ce n'est pas encore le cas. Il y en a un deuxième, qui lui aussi est bouclé et qui ne nous concerne qu'indirectement, c'est le traité de partenariat du Pacifique, transpacifique, entre les États-Unis et 13 pays qui sont riverains du Pacifique, soit du côté des Amériques, soit du côté de l'Asie. Négociation terminée il y a un mois, et non, pas non plus ratifiée. Puis le troisième, c'est celui dont on va parler ce soir. Le titre officiel, c'est Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, PTCI. Excusez-moi, j'ai attrapé un rhume. Les mouvements sociaux en France ont cru que ça passerait mieux si on appelait ça TAFTA, qui est le sigle pour traité de libre-échange transatlantique. Bon, j'utiliserai peut-être le mot TAFTA, moi j'aime, parce que les mots disent mieux les choses, parler de grand marché transatlantique. Et puis il y en a un quatrième, sur lequel je peux vous dire peu de choses, mais peut-être vous souvenez-vous, avez-vous entendu parler que parmi les accords de l'Organisation mondiale du commerce, il y en a un qui concerne les services. Ça s'appelle l'Accord général sur le commerce des services, AGCS, qui a pour objectif de mettre en concurrence toutes les activités de services. On y reviendra. Mais l'ACS, celui qui se négocie pour le moment, c'est pour aller plus loin. C'est pour faire en sorte que tout soit privatisé et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Et ça se négocie entre 50 pays, dans le plus grand secret, à l'ambassade d'Australie à Genève. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce que je sais, je l'ai publié dans un article du Monde diplomatique du mois de septembre de l'an passé. Voilà, c'est le contexte. Ce qui a, pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils poursuivent un objectif commun, qu'on va retrouver donc dans celui dont je vous parle ce soir, dans le grand marché transatlantique. 1. Face aux entreprises privées, soumettre les pouvoirs publics à une justice privée. On va y revenir. 2. Réduire les normes, donc les règlements, les législations, démocratiques, sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales et techniques, à leur minimum. 3. Si vous voulez, pour me résumer, c'est un peu tout le discours patronal aujourd'hui en France sur le droit du travail. 3. Imposer l'ouverture générale aux firmes privées des marchés et des services publics et faire disparaître les services publics. 4. Rendre tout ça irréversible. Alors, en fait, ça peut vous paraître énorme. Et c'est énorme. Parce qu'il s'agit derrière tout ça d'un véritable changement de société. Un changement de société, il n'y a pas de complot. Il y a que nous ne sommes pas assez informés. Ou bien, et je ne vais pas vous en faire le grief puisque vous êtes là, que nous ne faisons pas tous les efforts pour nous informer. Parce que si ceux que j'appelle en face, le monde des affaires et de la finance, ils ne se cachent pas de leurs intentions. Ils le disent très clairement. Voilà. Un humaniste un peu particulier, le multimilliardaire David Rockefeller, déclarait quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Alors là, ça peut vous paraître des propos de fous furieux, ben vous allez voir. Vous allez voir. Avant ça, une deuxième remise en contexte, c'est le contexte historique. Alors là, si je peux faire marche arrière, voilà. Quelques dates. Je commence en 1986. Pourquoi? Parce qu'il se passe deux événements importants qui sont à l'origine de ce dont je vais vous parler ce soir. D'abord, en Europe, il y a une nouvelle commission européenne, présidée par un Français, qui s'appelle Jacques Delors. Et Jacques Delors va faire voter le premier traité européen depuis le traité de Rome, depuis le traité fondateur de 1957. Ça s'appelle l'acte unique européen. L'objectif, c'est passer du marché commun au marché unique. Mais la grande nouveauté qui se trouve là-dedans, c'est que la concurrence devient l'outil pour l'intégration européenne. La concurrence devient l'alpha et l'oméga, si vous voulez, de l'intégration européenne. Au même moment, la même année, avec le soutien de la commission présidée par Jacques Delors, à l'autre bout du monde, en Uruguay, commencent des négociations qui vont durer 8 ans et qui vont aboutir à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Et on peut considérer qu'il y a une sorte de parallélisme entre l'acte unique européen et les négociations pour la création de l'OMC.
1990. Vous vous souvenez, le mur de Berlin est tombé, c'est la fin de la guerre froide, c'est la fin de la division du monde en deux blocs, et c'est surtout, pour nous, la fin de la division de l'Europe en deux blocs. On a un peu rêvé, à l'époque on parlait de nouvel ordre mondial, et on aurait pu même rêver autre chose, ce que certains d'ailleurs ont pensé, c'est qu'enfin, les conditions étaient réunies pour faire une Europe européenne, fondée sur nos propres valeurs à nous, pas celles de l'ex-Union soviétique, pas celles des États-Unis, pas celles de l'Asie, pas celles de l'Afrique, non les nôtres. Eh bien, c'est pas ce que décident nos gouvernements. Nos gouvernements décident de signer avec le gouvernement des États-Unis une déclaration transatlantique. C'est, si j'ose dire, la matrice du traité dont je vais vous parler ce soir. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans le traité, dans la déclaration transatlantique de 1990? On dit essentiellement deux choses. Un, on continue l'OTAN. L'OTAN qui était un outil de la guerre froide, qui n'avait plus vraiment de raison d'être, le pacte de Varsovie avait été dissous, mais on continue l'OTAN. Deux, on va renforcer les liens entre les acteurs politiques des deux côtés de l'Atlantique, entre les hommes d'affaires des deux côtés de l'Atlantique. C'est le départ. C'est le départ. Puis, autre événement, 1995, les négociations qui avaient commencé en 86 se sont terminées un an plus tôt, à Marrakech, c'est ce qu'on appelle les accords de Marrakech qui créent l'Organisation mondiale du commerce et que notre Assemblée nationale a ratifié au mois de décembre 1994. Alors, on peut toujours se poser la question de savoir si nos députés ont lu les accords de Marrakech. 22 500 pages. Et ils ont adopté ça en 48 heures. Le 1er janvier 1995, l'Organisation mondiale du commerce commence ses activités. Et quel est son objectif? Comme l'acte unique européen, éliminer tous les obstacles à la concurrence. On est entré dans cette philosophie qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. 2001, c'est autre chose. Les pays riches, les pays occidentaux, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, considèrent qu'on n'est pas allé assez loin dans cette volonté d'éliminer les obstacles à la concurrence. Et après bien des péripéties sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre maintenant, eh bien, ils obtiennent, lors d'une conférence de l'Organisation mondiale du commerce qui se tient à Doha, au Qatar, qu'on commence un nouveau cycle de négociation. C'est ce qu'on appelle le cycle de Doha. Et en fait, c'est ce qu'on va retrouver comme objectif dans les traités dont je vous ai parlé tout à l'heure, aller plus loin dans la libéralisation, aller plus loin dans la volonté d'éliminer les obstacles à la concurrence et rendre tout cela irréversible. Alors 2007, c'est un événement un peu spécial. Un peu spécial parce qu'on crée une nouvelle institution, un Conseil économique transatlantique, mais c'est spécial parce que normalement, quand on crée une nouvelle institution internationale, il y a un traité, ici c'est entre l'Union européenne et les États-Unis, et ce traité doit être ratifié devant nos parlements. Eh bien, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de ratification. C'est ce qu'on appelle un acte de volonté de la Commission européenne, soutenu par nos gouvernements, et du gouvernement des États-Unis. Peut-être parce que si on avait connu la composition de ce Conseil, vous avez vu toutes les organisations humanitaires qui en font partie, ExxonMobil, Ford, Deutsche Bank, EADS, BP, Pfizer et Philip Morris. J'aurais peut-être dû, enfin j'ai respecté l'ordre alphabétique, mais j'aurais peut-être dû mettre Philip Morris qui empoisonne les gens et Pfizer qui s'occupe de les soigner, enfin, bon, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font tous ces braves gens? Ils conseillent la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis. Retenez cette liste parce qu'elle va jouer un rôle très important un peu plus tard. En 2009, les négociations du cycle de Doha, elles patinent. Pourquoi? Mais parce que une centaine de pays du Sud ont dit aux pays occidentaux, ça ne marche pas. Vous savez, à l'OMC, il faut l'unanimité pour avoir une décision. Et les pays du Sud ont dit ça ne marche pas avec l'argument suivant. Vous avez voulu appeler le cycle de Doha un cycle pour le développement. Vous avez raison, mais c'est pour le développement de vos multinationales et pas de nos pays. Donc nous, on n'est pas d'accord. Et petit à petit, c'est le cas de le dire, ont émergé les pays émergents, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et South Africa pour Afrique du Sud.
Et ça bloque. Et du coup, eh bien, l'Union européenne et le Canada décident de commencer les négociations pour le traité dont je vous ai parlé il y a un instant. Le traité dont la négociation vient de se terminer. Pensant que, puisque ça n'irait pas, on ne pourrait pas faire ce qu'on veut au sein de l'OMC, on va le faire entre deux bons partenaires. Parce qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand une centaine de pays n'acceptent pas les propositions occidentales? Ils font quelque chose qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas de ne pas obéir aux pays riches, qui sont en plus les anciennes puissances coloniales. Et donc il faut détourner ce blocage. Et l'accord Union européenne-Canada, c'est une première façon de contourner le blocage à l'OMC. Et puis, en 2011, eh bien, alors là, un autre grand humaniste qui est le directeur général de l'OMC, qui malheureusement est un Français qui s'appelle Pascal Lamy, va constater l'échec des négociations, et tout de suite, eh bien, les États-Unis vont proposer à un certain nombre de pays du Pacifique un partenariat transpacifique, et aux pays de l'Union européenne un partenariat transatlantique. C'est l'origine de ce dont je vais vous parler maintenant, qui est, comme vous l'avez sous les yeux, à mon estime, une menace majeure pour ce qui nous reste du modèle de société issu notamment en France du programme du Conseil national de la résistance. Alors, comment ça se passe des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis? Mais entre l'Union européenne et n'importe quel autre pays. Je vous donne la procédure, c'est l'article 237 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 207, pardon. Mais je vous rappelle un principe de fonctionnement des institutions européennes. Quand on veut faire quelque chose de nouveau, il faut le demander à la Commission. Parce qu'elle et elle seule peut proposer. C'est ce qu'on appelle le monopole de l'initiative. Donc c'est la Commission qui propose. Puis, elle fait ses propositions et elle les envoie aux 28 États, qui se réunissent dans ce qu'on appelle le Conseil des ministres européens. Et le Conseil des ministres décide. Et puis, qui c'est qui exécute les décisions? C'est la Commission. Donc, la Commission propose ce qu'elle va décider. C'est déjà un petit peu particulier. Voilà, donc, on appelle ça les propositions des recommandations. Alors, on peut questionner aujourd'hui la Commission. Si on est patient, on a des réponses. Il faut être aussi patient qu'une femme enceinte. Ça dure à peu près 9 mois pour avoir les réponses. Une vraie gestation, quoi. Et on a eu des réponses, on a demandé, mais comment vous avez fait pour faire vos propositions pour le grand marché transatlantique? Et la Commission nous a répondu qu'entre janvier 2012 et avril 2013, elle avait tenu 130 réunions, dont 119 avec le monde des affaires et de la finance, avec les entreprises du Conseil économique transatlantique. 119 avec le monde des affaires et de la finance, et 11 avec les syndicats, les organisations de consommateurs et les organisations de défense de l'environnement. 11, 119. Vous pouvez vous imaginer le contenu. Hein? Bon, les propositions, donc les recommandations ont été envoyées aux 28 États qui les ont examinées chacun chez eux, et puis un jour, en fait, le 14 juin 2013, ils se sont retrouvés à Bruxelles en Conseil des ministres. Ils ont discuté pendant quelques heures, et puis ils ont adopté un document avec les propositions de la Commission, en modifiant certaines, parce que c'est le Conseil des ministres, donc ce sont nos 28 gouvernements qui ont le pouvoir de décider. Et ils ont adopté un document. Alors, il y a quelque chose que je dois vous dire sur ce document. Ce document n'a été adopté qu'en anglais. Et pendant 14 mois, il était absolument secret. Voilà. Là, vous voyez, c'est marqué « Trade Sensitive » et au-dessus « Restricted ».
Ça, c'est le document qui a été adopté le 14 juin 2013 par nos gouvernements, et donc par le gouvernement français, avec les 46 points du mandat européen, c'est-à-dire ce que les Européens vont demander dans la négociation aux Américains. Pas ce que les Américains demandent, non, ce que nos gouvernements proposent. Heureusement, dans les institutions européennes, il y a des gens qui... Il y a des fonctionnaires qui ont quand même un autre sens de la démocratie que nos dirigeants, et il y a eu des fuites. Comme je suis dans tout ça depuis plus de 25 ans, ben j'ai été très vite d'ailleurs, 10 jours après, le bénéficiaire d'une fuite. J'ai reçu ma copie, qui est là. Et je me suis mis à lire. Et je me suis rendu compte, d'abord, de ce qu'il y a dedans, et ça, je vais vous le livrer, mais que c'était aussi un anglais difficile. Donc il y avait un obstacle supplémentaire au fait que ce soit secret, c'est que ce n'était pas dans un anglais de l'homme de la rue, ni de Londres ou de Washington, c'est un anglais de l'OMC. Et je vous en parle pourquoi? Parce que vous allez voir dans la traduction française des mots dont je devrais vous donner la définition parce qu'ils ont changé de sens. Vous verrez le mot règle et le mot discipline. Dans le langage de l'OMC, ça ne veut pas dire ce que vous pensez pour le moment quand je vous avais entendu ces deux mots-là. Donc il y avait une difficulté. Et puis moi j'ai estimé que je ne pouvais pas garder ça, et je n'ai pas été tout seul, hein. Il y en a eu d'autres qui ont réagi comme moi. En fait, moi je me suis mis au travail, ça fut mon devoir de vacances de l'été 2013. Et puis je me suis dit, mais il faut absolument qu'un maximum de gens connaissent ce qui se prépare, ce que nos gouvernements soutiennent dans la négociation avec les États-Unis. Et je me suis arrangé avec Jean-Pierre Guéraud, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent, c'est un éditeur qui habite Perpignan et qui a une maison d'édition qui porte un nom bien de chez nous, Cap Béard. Et j'ai dit à Jean-Pierre, écoute, je veux un texte lisible, et donc les articles, les 46, sont dans un caractère, et puis mon commentaire pour expliquer ce que ça veut dire et pourquoi c'est dangereux, encadré, dans un caractère bien grand. J'ai dit, écoute, moi je veux que ce soit un petit outil que tout le monde puisse acheter, donc tu fais pas de couleur. Par contre, hein, sachant où nous sommes, tu ne fais pas imprimer en Espagne, parce qu'on ne peut pas défendre un certain nombre de valeurs et puis faire imprimer un document comme ça par des ouvriers du livre espagnol qui sont moins bien payés que leurs ouvriers. Donc ça a été imprimé à Nîmes. Et c'est 5 €, c'est le prix de revient. Il ne fait pas de bénéfice, moi non plus. Mais grâce à ce prix-là, eh bien, comme ça vous a été dit tout à l'heure, pas 16 000, mais plus de 14 000 sont partis. C'est un bon petit outil pour votre information. C'est pas mon téléphone, c'est un autre téléphone. Mais j'ai peut-être oublié d'éteindre le mien. Voilà, il est à votre disposition tout à l'heure si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après, c'est la Commission qui négocie. Vous savez que la Commission, c'est comme une sorte de gouvernement, la Commission européenne, et il y a donc une commissaire en charge du commerce mondial, qui s'appelle Madame Malmström, elle est suédoise. C'est elle la chef de négociation, qui négocie avec le ministre du Commerce des États-Unis. Plus un bataillon d'experts. Il y en a tellement d'ailleurs que du côté européen, il y a même un directeur de l'équipe de négociation. Il se voit une semaine à Bruxelles, et puis le mois suivant, une semaine aux États-Unis. Généralement, c'était à Washington. Mais la dernière fois, il y a un mois, c'était à Miami. Alors moi, j'ai essayé de savoir pourquoi, parce que j'ai quand même quelques contacts aux États-Unis. On m'a dit, mais la raison, c'est qu'il n'y a pas à Miami, comme à Bruxelles ou à Washington, un grand centre de presse international. Donc c'est pour que ça reste plus caché, quoi. Mais la Commission européenne parle de transparence. Hein. Alors voilà. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que les choses changent dans le gouvernement, mais on a eu 3 ministres du commerce dans notre gouvernement actuel. On a eu Madame Brick, d'abord, telle qui est restée le plus longtemps jusqu'à présent, puis elle a été remplacée 3 semaines par Madame Fleur Pellerin, et maintenant, avec le titre de secrétaire d'État, c'est plus ministre, Monsieur Matthias Fecker. Pendant 2 ans,
Madame Brick disait « La transparence est une condition incontournable », mais elle n'a jamais publié le texte. Ils n'ont rien fait pour publier le texte. C'est nous, et je ne dis pas seulement moi, hein, on a été nombreux à finalement, en Allemagne, en France, à traduire le texte. Moi j'ai fait en sorte qu'il soit traduit en catalan et en castillan. Et finalement, 14 mois après le 14 juin 2013, ça circulait tout partout, que les gouvernements ont trouvé que c'était ridicule de continuer à imposer le secret et qu'ils ont forcé la Commission européenne à rendre le document public. Alors, le document public, ben, il était sur le site de la Commission, il a été publié, le voilà. Moi, j'ai eu la satisfaction de me rendre compte que j'avais fait une bonne traduction. C'est fait par des traducteurs professionnels à la Commission européenne. Bon, ben voilà. L'espoir, c'était d'en terminer cette année-ci, mais il y a un jeu des Américains dans la négociation. Ils sont d'une intransigeance absolue. Ils ont des exigences énormes. Enfin, une, parce qu'on est quand même à Banyuls. Supprimer les indications géographiques protégées. Les AOP, les AOC. Il y en a d'autres, hein, je vais revenir là-dessus. Mais il y a une tactique. Bon, comme ça ne pouvait pas se finir cette année-ci, maintenant la version officielle, c'est il faut que ça se termine avant la fin du mandat du président Obama. Et je suis de ceux qui craignent qu'au plus on va se rapprocher de novembre de l'an prochain, des élections aux États-Unis, au plus les Américains vont dire bon, il faut qu'on finisse et il faut accepter des choses qui sont inacceptables. Même si beaucoup de choses qui sont dans ce que proposent les gouvernements européens sont ce que demandent les Américains. On verra. C'est pas, la négociation est loin d'être terminée et elle est loin de réussir. Ça, c'est quand même un point assez réconfortant. Bon, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, je vous rappelle que ce que je vais vous montrer, c'est pas de moi, c'est ce qui se trouve dans le mandat européen, traduit en français. C'est ce que demandent nos gouvernements, c'est pas ce que demandent les États-Unis. Donc on a un article 7 qui nous décrit l'objectif général. C'est de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas exploité, un marché transatlantique, un marché euro-américain, faire, comme on a fait pour l'Union européenne, faire de l'Union européenne et des États-Unis un marché unique, et que ça créera de la croissance et de l'emploi. Comment? Par un accès accru au marché. Alors là, l'accès au marché, c'est un des accords de l'OMC. Par une plus grande compatibilité des réglementations, c'est un des grands objectifs du traité, et par une définition de normes mondiales, ça c'est l'objectif. Comme on n'a pas pu imposer notre point de vue dans le cadre de l'OMC, si on fait un accord États-Unis-Europe, plus États-Unis, pays du Pacifique, on sera d'un poids suffisant alors pour imposer notre conception au reste de la planète. La définition de normes mondiales, c'est ce qui est un petit peu mangé à la fin de la diapositive. Voilà. Quels sont... Ah oui. À qui, à quoi ça va s'appliquer? Eh bien, là, vous avez 4 articles qui disent à peu près la même chose. Ça va s'appliquer, et ce qui le résume le mieux, c'est le 27. L'accord sera obligatoire pour toutes les institutions qui ont un pouvoir de régulation. Qu'est-ce qui a un pouvoir de régulation en France? La commune, le département, la région, l'État. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, ça va s'appliquer à Banyuls, ça va s'appliquer au PO, ça va s'appliquer, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler la nouvelle région, Languedoc aussi en Midi-Pyrénées, certains disent Occitanie, et ça va s'appliquer à la France et à l'Europe. C'est très important, dans un certain nombre de domaines, on va y arriver. Quels sont les grands objectifs? Ça, c'est un résumé de moi, hein. C'est pas le texte, c'est moi qui résume. 1. Appliquer intégralement les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez pourquoi je vous en parlais tout à l'heure et je vais y revenir.
Deux, rendre compatibles, ce sont les termes du mandat, les normes en vigueur dans les pays de l'Union européenne avec celles qui sont appliquées aux États-Unis. Trois, enlever aux tribunaux officiels le pouvoir de trancher tout conflit sur les normes entre firmes privées et pouvoir public et le confier à un mécanisme de règlement des différends. 4. Supprimer les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. 5. Rendre inutile tout amendement au mandat. Voilà, on va passer assez vite, parce que je vois que je parle déjà depuis une demi-heure, en revue les 5 objectifs. Et on va donc commencer par le premier, appliquer intégralement les accords de l'OMC. Là, on a 2 articles du mandat qui disent à peu près la même chose. Il faudra que ce soit pleinement compatible avec les règles et les obligations de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, on parle du commerce des biens et des services, ainsi que des règles. Alors là, je vous donne la définition du mot règle dans le langage de l'OMC. Ce sont des dispositions qui sont considérées comme des obstacles inutiles à la concurrence. Sur les questions en rapport avec le commerce, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC. Donc c'est bien réaliser le programme de Doha qu'ils ne sont pas parvenus à réaliser dans le cadre de l'OMC. Aller au-delà, un haut niveau d'ambition d'aller au-delà. Alors ça va avoir évidemment des conséquences, et on va voir, d'abord je vous rappelle, pour ceux qui ne se souviendraient pas, qu'est-ce qu'il y a dans les accords de l'OMC? Il y a 3 accords. Il y a un accord qui s'appelle l'accès au marché. Alors, dans la vieille définition du libre-échange, c'était, je vous le disais tout à l'heure, éliminer les droits de douane ou les baisser et simplifier les formalités administratives. C'est ce qu'on appelle les barrières tarifaires. Ça, c'est les droits de douane. Mais on y a ajouté, nouveauté depuis l'OMC, les barrières non tarifaires. Je vais y revenir dans un instant. Et on a déjà une série d'accords partiels dans ces matières-là, que vous avez sous les yeux, l'agriculture, les réglementations sanitaires qui concernent les produits agricoles, les textiles, les vêtements, enfin vous avez la liste sous les yeux. Le deuxième accord, c'est l'accord général sur le commerce et les services dont je vous parlais tout à l'heure, dont l'objectif est de mettre en concurrence toutes les activités de service. Et le troisième accord, qui manifestement a disparu de la diapositive, mais on a dû changer d'ordinateur, je ne travaille pas avec le mien, c'est l'accord sur les droits de propriété intellectuelle, sur les brevets, grâce auxquels Monsanto peut fabriquer des OGM. Quel est l'objectif des accords de l'OMC? Je vous l'ai déjà dit, éliminer tous les obstacles à la concurrence. Qu'est-ce qu'on appelle un obstacle? Il y en a 2 sortes. Il y a les droits de douane, les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Et ça c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on trouve dans la constitution de notre pays, par exemple, dans ses lois, dans ses réglementations, qui fait normes. Normes sociales, normes sanitaires, normes alimentaires, normes salariales, normes environnementales, normes techniques. Tout ce qui fait normes, tout ce qu'on a choisi pour nous organiser en société. Mais ça, c'est considéré aujourd'hui comme des barrières non tarifaires. Comment on peut les éliminer? Ben, dans le cadre de l'OMC, on a un frein, on a un verrou. Il faut notre accord, enfin l'accord de notre gouvernement. Mais si on fait le traité transatlantique, eh bien ce frein qu'on appelle, il faut un engagement, une décision de dire on applique les principes et les accords de l'OMC, par exemple, à la santé publique. Aujourd'hui, on a dit oui à appliquer les accords de l'OMC à l'énergie, à la finance, aux services financiers, au transport. Ah, vous savez comme moi que la France est en phase finale de libéralisation des transports ferroviaires pour passagers. On l'a fait pour le fret, on a libéralisé le tout camion, transport routier, on a libéralisé le transport aérien, mais on n'a pas accepté jusqu'à présent d'y inclure la santé, l'éducation, la sécurité sociale, qui est une forme d'assurance. Et vous savez qu'à côté de la sécurité sociale, il y a des assurances privées qui ne demandent qu'une chose, c'est de remplacer la sécu. Et la recherche. Alors, vous avez vu, on va rendre les normes compatibles. On est là-dedans. Il faut quand même que je vous dise que nous obéissons plus ou moins bien, plus ou moins mal, à un certain nombre de normes internationales. Dans le cadre de l'Organisation internationale du travail,
la France et beaucoup d'autres pays européens, nous avons ratifié les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail, et notamment les 8 conventions sociales de base fondamentales qui datent des années 20, hein, le droit de créer un syndicat, le droit d'adhérer à un syndicat, le droit de grève. Sur les 199 conventions de l'Organisation de l'Organisation internationale du travail, les États-Unis n'en ont ratifié que 2. Et dans la négociation qui a commencé donc en juillet 2013, ils ont déjà dit qu'ils ne ratifieraient pas les autres. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir contester les normes que nous avons acceptées en matière sociale. Vous le savez comme moi, en matière environnementale, les États-Unis n'ont pas ratifié la convention de Rio sur la protection de la biodiversité. Ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. En matière culturelle, ils n'ont pas ratifié la convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle et linguistique. Nous, on l'a fait. Vous voyez la différence? Et on va parler de compatibilité des normes. Bon, quel va être l'impact sur les services publics tels qu'ils existent encore un peu chez nous? Eh bien, le pire est à craindre. Parce qu'il faut savoir que, bon, vous avez là le texte de l'article qui est encore une fois un peu mangé en bas, mais l'essentiel y est qu'on va appliquer à tous les secteurs et à tous les modes de fourniture les dispositions en matière de libéralisation des activités de service, en réalisant de nouveaux accès au marché, en éliminant les obstacles d'accès au marché qui existent encore. Ça veut dire une application intégrale de l'accord général sur le commerce des services. Alors, ce que nous n'avons pas accepté jusqu'à présent, hein, parce que souvent on me dit, ah oui, d'abord avant ça, je veux faire un petit rappel. Tout ce que je vous raconte là, sur l'OMC, vous pouvez le vérifier vous-même. Hein. Vous faites www.omc.org et puis, hein, avant de cliquer, un petit conseil d'amis, munissez-vous d'un tube d'aspirine parce que quand vous aurez poussé sur le bouton, les 22 500 pages arrivent. C'est lourd, hein? Alors vous devez faire AGCS, Accord général sur le commerce des services. Et puis vous avez la nomenclature. Vous avez les 12 secteurs qui sont visés et qui sont subdivisés en 160 sous-secteurs. J'attire votre toute particulière attention sur le 12e. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir rien oublié. Et si vous allez, par exemple, sur éducation, le 5, alors là, vous allez avoir tous les sous-secteurs. Et ça commence de la maternelle à Bac plus 18, si j'ose dire. Tous les niveaux d'enseignement possibles et imaginables sont répertoriés. Et ça veut donc dire que l'objectif est de les privatiser, si nous sommes d'accord. Parce que, comme je vous le disais, dans le cadre de l'OMC, on peut dire non. Mais si nous passons à un accord du type de celui qui se négocie avec les États-Unis, nous ne pourrons plus dire non. Alors c'est vrai que nous avons dit oui, je vous le rappelais il y a un instant, à l'énergie, aux finances, au transport, mais nous avons dit non à la santé, la sécurité sociale, l'éducation. Or, il faut savoir que dans les accords de l'OMC, on ne fait pas la différence entre qui est le propriétaire d'une activité de service. Est-ce que c'est une firme privée ou est-ce que c'est un pouvoir public? Ils ne se contentent que d'une chose, voir si ils sont dans un cadre d'une concurrence, comme on disait en 2005, libre et non faussée. Et s'ils ne le sont pas, eh bien alors on applique les accords de l'OMC, ce qui conduit à une privatisation. Je vais un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup, et il y a cet article-là. Alors pour ceux qui s'intéressent à la vie locale, ou départementale, ou régionale, on va avoir des élections dans une semaine. Ben ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est les marchés publics? C'est une technique de gestion publique. Quand on veut construire, je sais pas, une école, un pont, quand on veut faire un achat important, qui dépasse un certain montant, on doit faire un appel d'offres.
Qu'est-ce que nous dit ce texte? D'abord, on leur rappelle que ça s'adresse au niveau national, régional et local, que ça concerne aussi les services publics, qu'il faudra traiter demain, alors c'est écrit drôle, hein, pour qu'on ne comprenne pas tout de suite, quoi. Hein, un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. En français pour tout le monde, ça voudrait dire qu'il faudra traiter le fournisseur étranger comme on traitait le fournisseur local. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le même pied les entreprises américaines, les PME américaines, et vous savez qu'une PME aux États-Unis, ce n'est pas comme chez nous. Il y a des PME qui font plus de 1000 salariés. Il y a des PME qui sont ce que nous appelons déjà une grosse entreprise. On va les mettre sur le même pied que les nôtres. C'est pas tout. Il faudra éliminer avec des règles et des disciplines. Je vous ai donné la définition du mot règle, la définition du mot discipline dans le langage de l'OMC. C'est un inventaire. C'est un inventaire de réglementation et de législation qui constituent des obstacles non nécessaires à la concurrence. Pour surmonter les obstacles qui ont un impact négatif sur les marchés publics, y compris les exigences de localisation et les exigences de production locale. Moi, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui travaillent dans le secteur des petites et moyennes entreprises ou de l'artisanat. Mais avec ça, il n'est plus moyen de protéger nos entreprises. Puisqu'il faudra traiter les entreprises étrangères, et en l'occurrence américaines, de la même manière que les nôtres. On ne pourra plus privilégier dans un appel d'offres, mais je vais vous donner, plutôt que de... Je vais vous donner quelques exemples concrets. Voilà. Imposer dans un appel d'offres l'obligation d'engager une personne en réinsertion. On peut le faire aujourd'hui en France. Ce sera considéré comme un obstacle inutile à la concurrence. Interdire dans un appel d'offres, par exemple une cantine scolaire, la municipalité de Banyuls lance un appel d'offres pour les cantines scolaires, mais elle dit que le fournisseur ne pourra pas fournir de la viande traitée aux hormones de croissance. Et que les légumes devront être bio, par exemple. Eh bien ça, ce sont des discriminations à la concurrence. Interdiction. On ne pourra pas imposer, par exemple, dans un appel d'offres pour l'administration, si on veut pour la cafétéria, du café qui vient du commerce équitable, ou si on veut un appel d'offres sur du matériel de bureau, du papier, que sais-je, eh bien, dire ça doit venir nécessairement d'un pays d'Europe. Parce que je ne sais pas si vous le savez, on ne peut déjà plus dire ça doit venir nécessairement de France. Dans le cadre de l'Union européenne, on ne peut plus privilégier des fournisseurs locaux. Mais on peut encore privilégier des fournisseurs européens. On ne pourra plus. On ne pourra plus. Parce que ce sera considéré comme des discriminations. Et puis je vais donner un autre exemple du traitement national, donc de traiter un fournisseur étranger de la même manière qu'on traite un fournisseur local. Si par exemple une commune met un local à la disposition d'un service quelconque, j'ai choisi ici le service de soins infirmiers d'aide à domicile pour personnes âgées, ben, si la commune met à disposition un local, si une firme privée qui fait le même genre d'activité vient, elle pourra exiger d'elle aussi d'avoir un local. Et si la commune n'a pas deux locaux à mettre à disposition, elle devra renoncer à mettre le premier local à disposition. Vous voyez jusqu'où ça peut nous conduire? Ah oui, mais je vais passer. Si ça vous intéresse, parce que notre gouvernement dit on a sauvé la culture, c'est pas vrai. On a sauvé l'audiovisuel. Mais on n'a pas sauvé les théâtres, les opéras, les archives, les musées, le patrimoine. Mais revenez dessus si ça vous intéresse. Le temps passe vite et je voudrais bien qu'on puisse causer. Enfin, que vous puissiez causer. Parce que moi, je ne fais que ça alors. Bon, ici c'est grave. Ici c'est très grave. Vous me direz que c'est déjà assez grave jusqu'à maintenant. Mais ici c'est vrai parce qu'on a vraiment changé de modèle de société. Et ce sont nos gouvernements qui proposent ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, c'est qu'il faut des dispositions concernant le commerce et les aspects liés à l'investissement qui concernent l'énergie et les matières premières. Et c'est surtout la dernière phrase que j'ai soulignée, garantir un accès libre et durable aux matières premières. Permettez-moi de vous expliquer un petit peu. Vous le savez ou vous l'avez oublié,
Mais si vous avez un terrain, que vous ayez ou pas une maison dessus, vous êtes propriétaire du sol, vous n'êtes pas propriétaire du sous-sol. Oui, la cave, mais pas plus bas. Ça, c'est notre tradition. Et pas seulement en France, dans tous les pays d'Europe. L'idée, c'est que le sous-sol d'un pays n'appartient pas à des individus, mais à la collectivité, à la nation. Et que ça relève de l'intérêt général. Ça, c'est la règle qui vient depuis la nuit des temps. Certainement depuis l'Empire romain. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, vous achetez un terrain, regardez ce qu'ils font au Texas ou ce qu'ils ont fait. Tout de suite, ils se précipitent pour faire un puits pour voir s'il y a du pétrole. Eh bien, nous avons, nos gouvernements, en acceptant cet article 37, ont renoncé à ce qui est notre souveraineté sur notre sol et notre sous-sol pour s'aligner sur ce que proposent, sur ce que font les États-Unis. J'aurai l'occasion d'y revenir encore, mais moi, quand on m'a appris à négocier, on m'a dit, tu te mets jamais sur le terrain de celui avec qui tu négocies. Sinon, tu lui donnes déjà d'avance au moins 50%. C'est ce qu'on a fait. Et ce n'est pas le seul cas. C'est pas le seul cas. Avec ça, eh bien, la loi française qui interdit la prospection et l'exploitation du gaz de schiste, elle devra être abrogée. Alors, la finance, je passe vite, mais quand même, on a tous en mémoire la grande crise financière 2007-2008, qui était la plus grande depuis celle du siècle dernier, du début des années 30. Et malgré tout, nos gouvernements disent entière libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux. Ils auraient dû faire article 39, comment vais-je dire, pour le dire gentiment, la spéculation est totalement libérée. C'est pas ça, c'est pareil, hein. C'est pareil. Alors, le traité, le projet de traité s'appelle Partenariat transatlantique pour l'investissement et le commerce. Donc on a deux articles importants sur l'investissement. En voici un. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on va libéraliser et protéger les investissements. Là aussi, il faut que je vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire libéraliser les investissements? Mais libéraliser les investissements, c'est éliminer toutes les lois, toutes les réglementations qui contrarient un investisseur. Loi sociale, loi environnementale. Par exemple, on peut avoir un règlement d'un département qui dit à un investisseur, si vous vous mettez là, la rivière qui est à côté, vous ne pouvez pas déverser vos eaux usées dans la rivière. Il faut les filtrer avant. Ça, c'est une limitation à la liberté de l'investisseur. Protéger l'investissement, c'est le mettre à l'abri de toute espèce de fiscalité un peu contraignante. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'est pas d'ici, qui est au Brésil. Au Brésil, il y avait une loi qui disait que tout investisseur doit réinvestir 10% du bénéfice net de l'exercice antérieur. Et le Brésil, pensant que, parce qu'il y a déjà un accord sur l'investissement à l'OMC, que signer un accord qui donnerait des facilités aux investisseurs, ça ferait venir des investissements, a donc adhéré à l'accord de l'OMC, et puis il s'est trouvé une entreprise américaine qui a considéré que cette loi, obligation de réinvestir 10% de l'exercice antérieur, c'était une atteinte à son investissement, que son investissement n'était pas protégé. Et donc, ils ont, par un mécanisme dont je vais vous parler dans un instant, fait en sorte que une structure privée d'arbitrage puisse déposer plainte contre le Brésil, qui a été tenu non seulement de supprimer sa loi, mais de payer à cet investisseur des compensations. Voilà ce que ça veut dire. Alors, conséquence de ce qu'on vient de dire. Mais on ne parle plus que de ça, hein. Maintenant, la COP 21, le réchauffement climatique. Moi, je vais vous parler de quelque chose, je sais bien que ce n'est plus à la mode, c'est même ringard,
surtout chez les économistes distingués, hein, qu'on nous présente à la télé comme de grands experts, sans jamais nous dire pour quelle firme privée ils travaillent en même temps qu'enseigner dans quelle université. Politique industrielle. Ça, c'est devenu presque une hérésie. Hein. Oser parler de politique industrielle, Enfin, je pense que si Macron était devant moi, il me flanquerait une gifle en disant « vous êtes complètement attardé, quoi. Hein. » Comment peut-on penser que les pouvoirs publics aient quelque chose à dire sur l'industrialisation de zones déshéritées industriellement? Et pourtant. On parle de changement climatique, mais si on veut un jour prendre vraiment des mesures, il faudra bien faire en sorte qu'on ne puisse plus permettre aux industries de faire tout et n'importe quoi. Donc il faudra une politique industrielle. Mais la conséquence de ce que je viens de vous montrer de l'article précédent, libéraliser et protéger les investissements, fera en sorte qu'il ne sera plus possible de pratiquer une politique industrielle. Donc on se prive d'un outil dont on devra avoir besoin. Deuxième conséquence, jusqu'où ça va libéraliser les investisseurs? Est-ce que ça va jusqu'à remettre en cause les conditions de travail, les normes salariales, les salaires différés, la sécurité et l'hygiène dans les entreprises, le respect de l'environnement et l'utilisation des bénéfices nets, l'exemple du Brésil? Bon, ça c'était le premier point, appliquer entièrement les accords de l'OMC. Avec quelques exemples, j'ai été un peu vite, je sais. Maintenant, le deuxième point, c'est rendre compatibles les réglementations. Et on nous le dit, alors là, on ne parle plus de barrières, on parle d'obstacles inutiles et d'obstacles non tarifaires. Donc, vous voyez de quoi il s'agit, qu'on trouve dans la Constitution, les lois, les règlements, pour atteindre un niveau ambitieux de compatibilité. Alors comment ça se passe? Parce que ça, on pourrait penser que c'est du bon sens. C'est mieux d'avoir les mêmes règles des deux côtés. Oui, mais le problème c'est de savoir quelles sont les meilleures et où elles sont. En matière sociale, en matière de santé, en matière d'environnement, qui sait qui a les meilleures règles? Enfin, celles qui vont le plus dans le sens de l'intérêt général. Mais c'est pas comme ça que se passe la négociation. La négociation, c'est de voir, si on prend une règle en matière de santé, prendre quelle est la règle moyenne pour les 28 pays de l'Union européenne et quelle est la règle aux États-Unis. Si elle est unique ou s'il y en a 50. Parce que je reviendrai là-dessus. Vous savez qu'il y a 50 États aux États-Unis. Et de voir celle qui est la moins contraignante pour les investisseurs, pour le commerce. Et c'est celle-là qu'on choisit. Et c'est celle-là qu'on choisit. C'est ça la compatibilité des réglementations. Et ils peuvent utiliser le joli mot d'harmonie, mais ça c'est pour amuser la galerie. Alors, on a des précisions dans le texte, et on commence par les mesures sanitaires et phytosanitaires. Le grand naïf que j'étais il y a plus de 20 ans, c'est que quand j'ai dit, vu mesures sanitaires et phytosanitaires dans les accords de l'OMC, vous avez vu, il y a un accord de l'OMC là-dessus. Moi je me disais, c'est bien, on ne touche pas à la protection de la santé des humains, des animaux et des plantes. Que du contraire. C'est pour voir si les règles en matière de protection de la santé des humains, des animaux et des plantes ne sont pas des obstacles à la concurrence. Et sont fondées scientifiquement. Alors, je vais faire rappel à quelque chose que vous avez gardé en mémoire, j'en suis certain, c'est l'histoire du bœuf aux hormones. Vous vous souvenez, il y a un certain nombre d'années, nous avons considéré que les hormones de croissance étaient mauvaises pour la santé. Et donc, on en a interdit l'usage dans nos pays. Oui, mais aux États-Unis, en Argentine, ils n'étaient pas contents, parce qu'eux, ils l'utilisent. Et donc, ils ont dit, c'est pas fondé scientifiquement. Ils ont déposé plainte contre nos pays à l'Organisation mondiale du commerce. Et nous avons perdu. Sous quel motif? Un critère de santé publique qui n'est pas fondé scientifiquement est un obstacle à la concurrence. Mais qu'est-ce qui fait que c'est fondé scientifiquement? Vous savez que les experts... Enfin, moi je me souviens, j'ai lu, hein, j'étais pas né.
Mais quand même, que l'ordre des médecins en France a considéré pendant combien d'années que le plomb était inoffensif? Pendant combien d'années on a considéré que l'amiante c'était inoffensif? Il y a toujours un débat quand il s'agit de santé, parce que d'un côté il y a le profit et de l'autre côté il y a notre santé. Voilà. Et donc, moi ce qui m'a stupéfait, c'est que c'est dans le texte européen qu'on dit avec l'exigence que les protections soient basées sur des preuves scientifiques. Voilà un autre exemple où, dans la négociation, on donne à l'autre ce qu'il demande. Puisque ça, c'est la position américaine. Mais les Européens, les gouvernements de l'Union européenne, l'ont adopté. Deuxième point. Vous savez, sur tous les produits, sur tout ce qu'on achète aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des normes de marquage. Alors ça peut aller jusqu'à la brochure qui accompagne la voiture quand vous achetez une voiture, ou une machine à laver, ou je ne sais pas moi, un fer à repasser, ou une bouteille d'eau, hein, parce que même sur une bouteille d'eau, en principe, il y a des indications pour expliquer ce qu'il y a dedans. Bon, moi je serais plutôt de nature à considérer que ce n'est pas encore assez, parce que parfois il faut Bac+5 en chimie pour comprendre la formule qui nous explique ce qu'il y a dans l'eau ou dans le médicament qu'on achète. Mais ce n'est pas le point de vue de la Commission européenne. Dans une note de négociation, la Commission européenne, c'est ce qui est en bleu à la fin, a dit les exigences de marquage doivent être limitées à ce qui est l'essentiel et le moins restrictif pour le commerce. Le commerce avant la santé ou la sécurité. Alors, le troisième point est extrêmement important. L'accord comprendra des dispositions, cela devrait inclure des dispositions spécifiques de fond et de procédure dans des secteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a la liste des secteurs qui se donnent comme prioritaires pour diminuer les normes. L'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, alors vous aurez noté l'expression, les industries de la santé, parce que pour les gens qui nous gouvernent, la santé c'est d'abord une industrie, les technologies de l'information et de la communication, de nouveau les services financiers, afin d'éliminer les barrières non tarifaires existantes et d'empêcher l'adoption de nouvelles. Je ne sais plus quel écrivain ou philosophe a dit, c'est dans le diable, c'est dans les détails que se trouve le diable. Ben il est là, d'empêcher l'adoption de nouvelles. Trois petits mots qui enlèvent aux États le droit d'adopter de nouvelles normes dans des matières où on les aura supprimées. Vous voyez l'abandon de souveraineté énorme que ça représente? Conséquence, il y a des menaces pour les normes techniques. Vous savez, on en a beaucoup en France, hein? On en a 400 000. Pour tout. Dès qu'on fait quelque chose, ou dès qu'on lance un processus, on a des normes. Il y en a qui trouvent qu'on en a trop. Je veux bien concéder qu'on a peut-être quelques normes bureaucratiquement stupides et inutiles, mais pour l'essentiel, c'est quand même pour notre sécurité ou notre santé. Avec deux conceptions radicalement différentes entre les États-Unis et nos pays. Chez nous, en principe, je ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein, il y a des tricheurs, mais en principe, on ne met en circulation un produit ou un processus qu'après avoir vérifié son innocuité. Aux États-Unis, on met en circulation un produit et un processus, et puis on regarde ce qui se passe. C'est comme ça que l'an passé, un nouveau modèle automobile mis en circulation, on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que quand on tournait la clé de contact, la voiture s'enflammait. C'est a posteriori. Nous, en principe, c'est a priori. Mais il y a autre chose aussi. C'est que nos législations, et en particulier en France, protègent ceux qui fabriquent le processus ou le produit. Nous avons une législation, c'est celle qui permet maintenant à des familles de victimes de l'amiante d'introduire des actions en justice, par exemple. Aux États-Unis, ça n'existe pas du tout. Les salariés, les ouvriers qui sont à la fabrication ne sont pas protégés par une législation comparable à celle que nous avons. Alors, vous avez peut-être vu
la compatibilité des réglementations se fera par la reconnaissance mutuelle. Si vous me permettez une expression un peu triviale, je vous dirais que ça c'est un piège à con. Pourquoi? Ça consiste à quoi? C'est-à-dire, je reconnais les règles, les normes qui sont en vigueur chez toi, et tu reconnais les miennes. Ça ne vous rappelle rien? On en a beaucoup parlé en 2005. C'était dans la proposition Bolkestein. C'est ce qui donne aujourd'hui que la plus grande entreprise de transport routier française utilise du personnel de Bulgarie ou de Roumanie avec le statut social de ces pays-là. C'est ça. Donc ce sera étendu à l'espace euro-américain. Et vous savez où il y a moins de législation sociale par rapport à chez nous. Évidemment, puisque les normes sanitaires et les normes alimentaires sont plus rigoureuses chez nous, si on s'aligne sur celles des États-Unis, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Il y a aussi une grave menace pour la viticulture. Il y a un article 35 qui évoque le vin. Alors, moi je suis particulièrement grand amateur de vin et grand amateur du respect de nos usages. Déjà, et on y fait allusion, en 2005, il y a eu un accord entre l'Union européenne et les USA où, ce qu'on n'est pas défendu du tout par la Commission européenne, mais pas du tout. C'est elle qui a proposé qu'on puisse introduire des copeaux de chêne. Ce qui permet maintenant à des viticulteurs un peu scrupuleux de dire vieilli en fût de chêne. Tu parles, on a mis des copeaux. Et c'est pas tous, hein, bien sûr. Moi, je travaillais au Parlement européen à cette époque-là. Et un jour, à la commission de l'agriculture du Parlement européen, un représentant de Mme Fischer-Boel, qui était la commissaire à l'agriculture, est venu nous dire « Nous voulons mettre fin au caractère artisanal de la fabrication du vin. » Ils veulent revoir les règles d'œnologie, de vinification, d'étiquetage. Ils veulent supprimer les indications géographiques protégées. Pourquoi? Pour pouvoir vendre sous le label Bordeaux, Côte-du-Rhône, vin du Roussillon, ce qu'ils fabriquent dans les pays qu'on appelle les pays du Nouveau Monde. Ce n'est pas seulement les États-Unis, hein. C'est le Chili, c'est l'Argentine, c'est l'Australie, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Nouvelle-Zélande, notamment. Voilà, il y a donc un grave danger pour protéger ce que nous appelons le vin. Et ce n'est pas seulement le vin, c'est aussi pour les fromages, c'est aussi pour tout ce qui est protégé. Parce que le mot protection, c'est devenu un gros mot. C'est devenu quelque chose d'intolérable et d'insupportable dans l'idéologie qui nous domine. Et évidemment, si nous n'avons plus la maîtrise de la définition de nos propres normes, qu'est-ce qui nous reste à décider? Où en est la démocratie? D'autant que, et ça c'est la Commission qui l'a proposé, mais avec le soutien des 28 gouvernements, elle propose de mettre en place un conseil pour la régulation, pour la coordination réglementaire. Alors là, petit conseil, quand vous lisez des trucs qui viennent de la Commission européenne, pensez qu'elle dit toujours le contraire de ce qu'elle fait. Parce que la coordination réglementaire, vous serez d'accord avec moi, ce sera pour veiller à la déréglementation. Ah oui, je voudrais vous dire, avant de passer au point 3, oups, il faudrait qu'on s'organise, mais si le diaporama vous intéresse, ben, si à la fin de la réunion, vous voulez mettre votre nom, votre adresse électronique sur une feuille de papier, je vous l'enverrai demain. Avec un avertissement, écrivez lisiblement. Parce que vous savez comme moi que si je confonds un N avec un M, un P avec un D ou un... bon, ça ne marchera pas. Donc vous savez comme moi, nous savons tous qu'une adresse électronique se met en minuscule. Par précaution, écrivez ça en majuscule s'il vous plaît. Avec un peu de chance, la dernière conférence que j'ai faite, tout le monde a bien écrit en majuscule, il n'y a pas eu de retour. Celle d'avant, il y avait une personne qui avait écrit en minuscule, l'adresse est revenue évidemment, j'ai pas pu le lire correctement. Voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse, eh bien, et c'est à diffuser sans modération. Bon,
Vous vous souvenez peut-être 1998, 97, 98, il y avait des négociations qui se passaient dans le plus grand secret sur un machin qui s'appelait Accord multilatéral sur l'investissement, AMI. À l'époque, il y a eu tout un mouvement d'opposition tellement fort que le Premier ministre de l'époque, c'était M. Jospin, s'est quand même un peu inquiété. Et il a demandé à un membre de son gouvernement, c'était ce qu'on appelait la gauche plurielle, donc le PS, le PC et les Verts, de consulter les trois groupes de la majorité sur ça, à partir du moment où c'est devenu public, grâce à des fuites venant de camarades canadiennes. Alors, c'est une ironie, hein, mais c'est pour un peu se détendre, parce que c'est quand même, tout ça, c'est quand même un peu dur à avaler. Mais il a demandé à être éclairé sur la position des groupes politiques à un membre de son gouvernement qui s'appelait Madame Lalumière. Et Madame Lalumière a consulté les groupes parlementaires et elle est revenue avec la réponse « Ils ne voteront pas. Ils ne soutiendront pas. » Et donc, M. Jospin, dans une déclaration superbe, au nom de la souveraineté sur des sujets essentiels, et vous allez voir, c'est un sujet essentiel, a retiré la France de la négociation et c'est tombé à l'eau. C'est l'histoire du monde, ça. Hein, on gagne une bataille, mais 10, 15, 20 ans plus tard, ben, il revient. Et il est de retour. Il est de retour. On a 3 articles qui créent quoi? Un mécanisme d'arbitrage. Alors nous, on est un peu mieux placés que quand je vais faire des conférences en Belgique ou ailleurs, parce que nous, on a un cas concret qui est similaire à 90%, c'est l'affaire Tapie. C'est ce que Mme Lagarde a créé, plutôt que de faire appel aux tribunaux, de demander à 3 personnes privées de se constituer en tribunal. Ça, c'est un mécanisme d'arbitrage. Alors on a 3 articles, il y en a un qui dit pour tout différent entre un investisseur, étranger bien entendu, et un État, on créera un mécanisme d'arbitrage. Il y a un deuxième article qui est très gentil au début, mais c'est ce que j'ai souligné dans le 32 à la fin, qui est très grave, c'est que quand il y aura un différend sur des normes sociales ou des normes environnementales, on créera un mécanisme d'arbitrage. Et puis il y a un troisième article qui dit que toutes les matières couvertes par l'accord pourront faire l'objet d'un mécanisme d'arbitrage. Qu'est-ce que c'est? Alors parfois vous entendez, quand on en parle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle de tribunal. Mais là aussi nous sommes équipés pour comprendre, puisque c'est dans l'accord Canada, États-Unis, Mexique, dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas parler de tribunal. Pourquoi? Mais d'abord, un tribunal, c'est une institution permanente. Un mécanisme d'arbitrage, c'est créé au cas par cas, selon les opportunités. Un tribunal, vous savez comme moi, c'est composé de magistrats qui ont fait des études, qui sont soumis à une déontologie et à un organe de contrôle qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Un mécanisme d'arbitrage est composé de 3 personnes privées, qui sont généralement des avocats d'affaires, qui appartiennent tous à une trentaine de cabinets, dont 20 sont aux États-Unis, et qui gagnent généralement 1 000 € de l'heure. Et qui tournent, hein, ils se connaissent tous, vous voyez ce que c'est, vous voyez la différence, quoi, hein. Bon, un tribunal, vous le savez, il administre la justice en public. Un mécanisme d'arbitrage délibère, siège à huis clos. Un tribunal, quand il a pris sa décision, eh bien, elle est, en tout cas en première instance, c'est clair, susceptible d'appel, et même en appel, s'il y a un vice, on peut aller en cassation. Un mécanisme d'arbitrage, même s'il y a des fautes de fait, prend sa décision, elle est exécutoire immédiatement, et elle n'est pas susceptible d'appel. Vous voyez la différence? En fait, on est devant une forme de privatisation de la justice. On transfère depuis nos tribunaux officiels vers des mécanismes privés le soin de trancher un conflit. C'est bien de ça dont il s'agit, le soin de trancher un conflit entre le secteur privé et de confier au secteur privé un conflit entre un pouvoir public et commune, département, région, État et une firme privée. Vous pouvez penser que j'interprète,
Mais alors je me demande pourquoi, parce que c'est un problème qui tracasse beaucoup le gouvernement allemand. Un membre du gouvernement allemand devant le Bundestag, à une époque où en France, à l'Assemblée nationale, on ne parlait pas du tout de tout ça, mais un membre du gouvernement allemand a posé la question, mais pourquoi donc les firmes privées ne feraient-elles plus confiance à nos tribunaux nationaux? Mais si vous réfléchissez un petit peu, faire des normes, c'est ça gouverner. Mais si ce sont des structures privées qui décident des normes qu'on accepte ou des normes qu'on refuse, est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser le vœu de Rockefeller, de confier au secteur privé le fait de remplacer les gouvernements? Alors, j'en parle rapidement. Madame Malmström, devant l'inquiétude et devant les oppositions que suscite ce projet, et notamment le mécanisme d'arbitrage, parce que vous savez que maintenant il y a une pétition européenne qui a recueilli 3 600 000 signatures, qu'il y a eu 250 000 manifestants à Berlin il y a 1 mois et demi contre ce projet de grand marché transatlantique, que le gouvernement allemand, pour des raisons de constitutionnalité, et le gouvernement français, parce qu'il se sent un peu sous pression, ont dit qu'il fallait revoir et réfléchir à ce mécanisme d'arbitrage. Et donc il y a une proposition qui a été faite, mais elle n'est pas très crédible. Certes, dans cette proposition, on remplace les avocats par des magistrats professionnels et on crée une structure d'appel. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que ceux qui ne sont pas au courant, c'est-à-dire l'immense majorité des gens, ignorent, c'est que pour que cette proposition soit réalisable, il faut obtenir l'accord de toutes les institutions privées qui pratiquent l'arbitrage. La Chambre de commerce internationale, la Chambre de commerce de Paris, la Chambre de commerce de Londres, la Chambre de commerce de Vienne, celle de New York. Si on ne fait pas une conférence internationale pour réunir tous les acteurs de l'arbitrage, eh bien, cette proposition-là, c'est de la poudre aux yeux pour calmer nos inquiétudes. Je l'explique en long et en large dans un article qui paraîtra dans le Monde diplomatique du mois de janvier. Alors, voyez, on arrive tout doucement à la fin, rassurez-vous, supprimer les droits de douane. Alors là, les rares journalistes qui parlent de tout ça, vous disent, ça c'est pas grave, pas important, il n'y en a plus. C'est vrai, il n'y a plus beaucoup de droits de douane sur les produits américains qui entrent en Europe, sauf dans un secteur, les produits agricoles. Et là, il y en a beaucoup. Hein, les produits agricoles, c'est une panoplie. Hein. C'est les dérivés du lait, c'est les viandes, c'est les légumes, c'est tout ce que vous pouvez imaginer qui sert à notre alimentation. C'est donc pas dérisoire. Si on applique 0% de droits de douane sur les produits agricoles à l'entrée du marché européen, eh bien, il faudra appliquer les règles de l'OMC. Vous vous rappelez, article 2, satisfaire les obligations de l'OMC. Oui, mais dans les règles de l'OMC, il y a un machin qui s'appelle le principe de la nation la plus favorisée. Ce qu'on accorde le plus à quelqu'un, il faut l'accorder à tous les autres. Autrement dit, si on accorde 0% de droits de douane aux produits agricoles américains à l'entrée du marché européen, nous serons obligés d'appliquer 0% de droits de douane à tous les produits agricoles de tous les pays de l'OMC. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Non seulement en perte de recettes, mais en invasion de produits qui jusqu'ici sont freinés par les droits de douane. On va être le marché le plus ouvert au monde, sans être certain de la réciprocité, parce que c'est un accord avec les États-Unis, pas avec les autres. Pour autant qu'il y ait réciprocité avec les États-Unis, ce dont on parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment notre agriculture va-t-elle survivre à cette invasion? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole, mais j'ai un ami qui est professeur à la fac à Toulouse, qui s'appelle Jacques Berthelot, qui a fait une étude, et là aussi, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer, produit agricole par produit agricole, parce que le droit de douane varie d'un produit à l'autre. Hein. Et il est arrivé à cette réflexion, nous sommes dans un monde que l'on veut globaliser. On a décidé que ce serait comme ça.
Parce que c'est pas venu par hasard avec, entre la pluie et le soleil. Ce sont les accords de l'OMC, où la concurrence est mondiale. Et donc, si on continue dans cette logique où la concurrence est le seul élément qui compte, la seule façon de résister, c'est d'être plus compétitif. Alors, vous connaissez le discours, on nous le rabâche matin, midi et soir. Oui, mais en agriculture, ça veut dire quoi? Être plus compétitif. Ça veut dire industrialiser davantage encore l'agriculture. Mais industrialiser davantage encore l'agriculture, ça va avoir deux conséquences. Ça va avoir des pertes d'emplois par milliers, si ce n'est par centaines de milliers. Et qui dit agriculture industrielle, dit ferme des 1000 vaches ou des 100 000 cochons ou de je ne sais quoi. Et surtout, une agriculture plus intensive. Donc encore plus d'intrants, encore plus d'engrais, encore plus de pesticides. Voilà ce qui nous attend si on fait ce qui est proposé par nos gouvernements. Et Jacques Berthelot conclut son étude en disant que si ça se passe, ça va provoquer un séisme économique, social, environnemental et politique sans précédent. Voilà. Alors, à la fin, il y a rendre inutile tout amendement. Alors, je vous en parle parce que, vous savez, on a aujourd'hui en France à peu près 400 comités anti-TAFTA. Et ces comités ont commencé à organiser des conférences, organiser des activités d'information, et puis un jour ils se sont décidés qu'il fallait écrire aux députés ou aux sénateurs du coin, enfin à nos élus. Et comme je suis passé, ce soir c'est ma 135e conférence, donc je suis passé dans beaucoup de coins, on m'a envoyé souvent les réponses des élus. Et on a remarqué une chose, enfin moi j'ai remarqué une chose, puisque moi je recevais les réponses de tous les coins, c'est que c'était toutes les mêmes. Surtout quand elles venaient d'élus du Parti Socialiste. Je ne fais pas de politique, hein. Je vous livre une information. Et comme j'ai des amis aussi au Parti Socialiste, je me suis informé. Et on m'a dit, oui, c'est le sénateur Henri Weber qui a été chargé de faire une réponse, qui est la même, et dans laquelle il y a deux choses. C'est pour ça que je vous en parle. Un, on va modifier le mandat. Donc on va amender. Mais on peut dire ça si on n'a pas lu le texte du mandat. Parce que le texte du mandat, c'est l'article 43 qui dit deux choses. D'abord, qu'on va mettre en place une structure institutionnelle qui va veiller au respect de l'accord. Donc on va créer une structure qui va chapeauter les États-Unis et l'Europe pour faire respecter l'accord par les États-Unis et l'Union européenne. À ce propos-là, je ne sais pas si vous le savez, Madame Clinton, dont vous savez qu'elle espère devenir présidente des États-Unis, a dit « ça, c'est un OTAN économique. C'est la branche économique de l'OTAN. » Et qui dirige l'OTAN? Les États-Unis. Donc on va voir les États-Unis qui vont veiller au respect de l'accord par les États-Unis. C'est amusant, non? Bon. Deuxième partie. Découlant de l'accord ainsi que pour promouvoir la réalisation progressive de la compatibilité des régimes réglementaires. C'est du chinois. Et je vous avoue que je n'avais pas plus compris que vous maintenant. Il a fallu que je tombe sur une note de négociation, enfin une note d'interprétation de la Commission européenne pour comprendre ce que ça voulait dire. Et il y a un document officiel accepté par nos 28 gouvernements qui dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce qui ne sera pas acquis dans la négociation actuelle, cette structure institutionnelle pourra le reprendre, le décider et l'imposer aux États. Et la Commission dit que ça ne repassera plus devant les États. Donc on va faire de cette structure institutionnelle une instance supranationale contraignante, législative contraignante. Autrement dit, la promesse qui est faite dans la lettre envoyée par les parlementaires du Parti Socialiste de modifier, c'est de la poudre aux yeux. Parce que tout ce qui sera enlevé, et à supposer qu'on enlève le mécanisme d'arbitrage, cette structure institutionnelle pourra le rétablir. La lettre dirait vrai si elle ajoutait « mais nous exigeons la suppression de l'article 43 ». Mais elle ne le dit pas. Voilà pourquoi, eh bien, tout amendement
dans la présente négociation est vain. J'ai terminé, mais je dois vous parler quand même de quelque chose. C'est le deuxième point de la lettre du sénateur Henri Weber, ce sont les garanties. Parce que il dit on va modifier le texte, et puis il dit il y a toutes les garanties qu'on ne touchera pas aux normes sociales, environnementales, sanitaires, etc. Et encore une fois, on mise sur l'ignorance des gens. Parce que si vous lisez le texte, et je vous invite à le lire, vous verrez qu'il est écrit il ne faudrait pas toucher aux normes sociales. L'accord ne devrait pas porter atteinte aux normes environnementales. Devrait, faudrait. Le conditionnel. S'il y a des gens parmi vous qui ont fait du droit, ils savent qu'en droit, quelque chose est contraignant quand il est à l'indicatif présent. Quand c'est au conditionnel, c'est un vœu. Pieux ou pas, mais c'est un vœu. Ça n'engage à rien. Et puis, réfléchissons au-delà de cette question de conjugaison. Qu'est-ce que fait la Commission européenne depuis 30 ans, si ce n'est de démanteler les normes sociales? Qui c'est qui a inventé la flex-sécurité? C'est pas venu de la France, hein? C'est venu de Bruxelles. Alors, soudainement, parce qu'on négocie avec les États-Unis, on deviendrait protecteur de nos droits sociaux? Il ne faut pas rigoler quand même. C'est pas crédible. C'est pas crédible. D'autant plus que, dans les garanties, on invoque les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail que les États-Unis n'ont pas ratifiées. On invoque la convention de l'UNESCO sur la culture. On invoque les conventions en matière d'environnement que les États-Unis n'ont pas ratifiées. Il y a des moments où je me dis, mais nous prennent-ils pour des cons? Alors, j'ai fini d'examiner le texte, je vous demande encore 5 minutes de patience parce que je dois vous parler de deux choses. La première, ce sont les avantages. Parce qu'il paraît, tout le discours officiel, c'est, mais ça va créer de la croissance et donc de l'emploi. On va augmenter le volume de nos échanges. Alors, la Commission européenne avait commandé une étude à un institut sérieux, vous avez son nom là, le Center for Economic Policy Research, mais elle n'en parle plus. Pourquoi? Parce que le résultat de cette étude nous dit d'abord pas de résultat à court terme. Il faut attendre 2027, dans 12 ans. Et dans 12 ans, en matière d'augmentation du taux de croissance, ce sera 0,5% dû au grand marché transatlantique. Et en matière d'emploi, ce sera entre 400 et 500 000 emplois. Alors qu'il y a 27 millions de chômeurs. Tout ça pour ça. Mais on a plus maintenant. Et j'ai ici une brochure qui résume les 5 études, parce qu'on en a 5, qui ont été faites par des instituts universitaires relativement indépendants sur l'impact du grand marché transatlantique. Je note l'honnêteté de ces recherches parce qu'ils intègrent les emplois détruits et les emplois créés. C'est ça qui est honnête. Hein? Les emplois détruits en agriculture, vous avez vu ce qui risque d'arriver. Et dans ces autres études, il y en a une qui n'est quand même pas, ne peut pas nous laisser indifférents, puisqu'elle vient d'Allemagne, et que depuis des années, on nous dit que tout ce qui vient d'Allemagne, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'aurait pas osé dire ça il y a 30 ans, mais enfin on le dit maintenant. Enfin, ça va un petit peu mieux depuis Dassault Auto, depuis Volkswagen. C'est moins. On a moins le discours dogmatique. Mais enfin bon, moi je dois vous parler de l'Institut Bertelsmann, qui est un grand institut de recherche universitaire allemand, qui a le privilège d'être l'institut que consulte le gouvernement allemand. Celui-ci, celui d'avant, celui d'encore avant, c'est l'institut de référence. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Ils sont encore un peu plus prudents. Hein. Ils ne disent pas 2027, ils disent 2029. 14 ans. Ils ne disent pas 0,5, ils disent 0,8. Ils ne disent pas 500 000 emplois, ils disent 800 000. Et si je prends toutes les études, il n'y en a pas une seule qui nous donne au moins 1% d'augmentation du taux de croissance et 1 million d'emplois créés. Pas une seule. Ce n'est pas un traité pour la croissance et pour l'emploi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est à qui ça va vraiment profiter. Au secteur privé, qui va pouvoir faire baisser les normes
en matière sociale, en matière salariale, en matière sanitaire, en matière environnementale et culturelle, qui aura la liberté d'investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut, et d'en retirer le profit qu'il veut. Ce n'est pas de moi, c'est la définition de l'investissement par le PDG d'American Express, le point 2, qui sera l'unique bénéficiaire de la concurrence libre et non faussée, et les normes sont dictées par le privé, pour le privé, par le système du mécanisme d'arbitrage. Ce n'est pas un traité pour la croissance et pour l'emploi, c'est un traité pour donner le pouvoir au secteur privé. Vous allez dire que j'exagère, que c'est trop gros, que je verse dans le catastrophisme. J'aimerais bien, je ferais autre chose en cette fin de dimanche. Mais nous avons un exemple concret, je vous en ai parlé tout à l'heure, grandeur nature, qui a plus de 20 ans, c'est l'ALENA. C'est l'ALENA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada et le Mexique. Et il avait 20 ans l'an dernier. Alors les bilans de 20 ans d'ALENA, ALENA en anglais ça se dit NAFTA, il y en a eu tout plein. En voici un, mais je pourrais vous apporter, mais ça ferait un plus gros bagage. Ceux qui sont sortis, celui-là est du Canada. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Mexique, il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé de retirer quelques enseignements de 20 ans d'ALENA. D'abord sur les salaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les salaires du Mexique, donc les plus bas, qui tirent vers le bas les salaires américains. On ne parle jamais des salaires aux États-Unis à la télé, là, hein, ceux qui nous intoxiquent à 20 heures. Ce sont les salaires mexicains qui ont tiré vers le bas les salaires américains et canadiens. Mais si on réfléchit un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe chez nous depuis qu'on a fait le grand élargissement? Depuis qu'on a, dans la précipitation, sous la pression du MEDEF et de toutes les organisations patronales, fait entrer ces pays sans transition dans l'Union européenne, ce sont les salaires des... Alors ce qui les choque, c'est que les États-Unis ne respectent pas l'accord. Ils ne jouent pas le jeu. Ils continuent à soutenir leurs géants industriels et leurs géants agricoles. Il y a même une phrase qui est terrible dans un des rapports canadiens, je cite, « La signature des États-Unis n'est pas digne de foi ». Ça ne vient pas d'Hurluberlu, hein. Ça vient des gens qui viennent de pratiquer pendant 20 ans un accord qu'on veut nous imposer. Moi, j'aimerais quand même bien que ceux qui nous gouvernent fassent un peu attention à ça. Un autre exemple tiré des rapports, eh bien, ça vient évidemment d'un rapport mexicain. Il y avait dans la Constitution, donc la loi fondamentale du Mexique, un article qui protégeait les territoires des peuples premiers. Donc des ceux qui étaient là avant que les Européens arrivent. Un investisseur américain a considéré que c'était une limite intolérable à son droit d'investir. Parce qu'à partir du moment où vous créez un traité comme celui-là, il y a l'espace ALENA. Ce n'est plus Canada, Mexique, États-Unis, c'est l'espace ALENA. Et donc il doit pouvoir investir partout où il veut. La liberté de l'investissement. Et donc il a demandé au secrétariat de l'ALENA de mettre en place un groupe d'arbitrage, 3 personnes, privées, qui ont attaqué le gouvernement mexicain et qui ont gagné. Et le Mexique a supprimé l'article de sa constitution et a payé des compensations, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, à l'investisseur américain. Enfin, pour parler d'agriculture, il y a 21-22 ans, avant l'ALENA, le Mexique était exportateur net de produits agricoles. Il était autosuffisant. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde mangeait à sa faim, il y avait un problème de répartition, mais il y avait une production excédentaire. 20 ans d'ALENA plus tard, le Mexique est importateur net de produits agricoles et entre 3,5 millions et 5 millions de paysans ont perdu leur emploi. C'est exactement ce que redoute le professeur Berthelot pour nous. Alors, si vous voulez savoir comment ça a fonctionné, le mécanisme d'arbitrage, en 21 ans d'ALENA, le Canada a été attaqué 30 fois par des firmes américaines. Et je raconte dans mon article qui va sortir au mois de janvier dans mon diplôme, un cas qui est hallucinant. Hallucinant, parce que le Canada avait pris une loi en vertu d'une convention internationale sur la santé pour interdire un produit neurotoxique. Eh bien, le Canada, la firme qui fabriquait ce produit et qui l'exportait au Canada,
le Canada a voulu interdire ce produit, elle a déposé plainte et le Canada a perdu. 19 millions de dollars de compensation. Et il a supprimé sa loi. 30 fois attaqué, 30 fois perdu. Ensemble, des firmes canadiennes et mexicaines ont attaqué 26 fois le gouvernement des États-Unis. Elles ont perdu 26 fois. À la session de juillet de la négociation entre États-Unis et Union européenne, le ministre du Commerce américain se flattait que les États-Unis ne perdent jamais. Le mécanisme d'arbitrage est fait pour eux. Voilà, j'ai terminé. Et en guise de conclusion, je voudrais vous inviter à partager ces paroles prophétiques de quelqu'un qui a payé cher de les avoir prononcées. C'était le président Salvador Allende devant l'Assemblée générale de l'ONU en 1972. Il disait ceci: nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. Je vous remercie de votre attention.